Salut à tous et à toutes, bienvenue à édition 62. Le Conseil électoral provisoire annonce une vaste campagne d'éducation civique vise à sensibiliser les électeurs et électrices sur le rôle qu'ils auront à jouer tout au long du processus électoral. La conseillère Yolette Mengual annonce des pourparlers avec les bailleurs en vue de trouver des fonds nécessaires pour faciliter la mise en place d'une véritable campagne d'éducation civique comme moyen de promotion pour les élections. Suivant Yolette Mengual. Campagne d'éducation civique, ça, il a commencé, il y a un spot qui commençait à passer par rapport à la liste électorale, par rapport à fermeture, inscription, il y a un spot qui a sorti pour la semaine par rapport à encourager, mesdames, encourager les partis politiques pour qu'il y ait quota 30% de femmes. Non? Et il faut dire tout que le Conseil électoral a déjà, dans la question validation atelier sous stratégie nationale genre élection, déjà entré d'emblée dans la question d'éducation civique, dans la question sensibilisation. Et jeudi, nous avons une rencontre avec les différentes organisations de femmes qui impliquées dans la question promotion femmes dans le processus électoral là. C'est une rencontre qui pourra le faire avec différents bailleurs de fonds pour que justement nous étudions qui possibilités qui gagnent bon côté bailleurs pour qu'il y ait des fonds qui alloués à l'organisation de femmes qui pourra faire promotion femmes dans l'élection, que ce soit comme candidate, que ce soit comme électrice ou bien comme membre et personnel administration électorale. Ça veut dire que vous avez pour autant un pile spot dans la radio, dans la télévision, mais il y a un pile travail qui déjà commencé à faire sous question ça. Par rapport à fonds fiduciaire là, et nous connaissons le gouvernement haïtien majoritaire avec environ 33% de l'argent, soit 14 millions de dollars que déjà mettez dans le basket fund là, ou bien le Canada qui déjà bail pali, ou bien USAID, le Brésil, et puis l'autre jour, il y a le Japon qui était porté un coup de part, et l'Union européenne et à porter tout, et jusque-là, nous avons mobilisé l'autre fonds pour que justement nous arrivions à atteindre 66,5 millions de dollars qui déjà entré dans le cadre et budget électoral là. Et le gouvernement haïtien a fait l'annonce, le gouvernement haïtien lui-même, est prêt pour le bail conseil électoral moyen pour que justement nous arrivions dans 66 millions de dollars là. Donc l'argent 66,5 millions de dollars qui est destiné pour les opérations électorales. Donc nous avons 38,5 millions en qui l'a déjà, donc il y a une mobilisation qu'a fait pour que nous gagnions l'autre fonds. Il y a l'autre pays qui promet, l'État haïtien promet lui-même tout pour l'ajouter dans le basket fond pour que nous soyons capables de réunir les 66,5 millions de dollars qui sont destinés aux opérations électorales. L'Organisation du peuple en lutte OPL attend le rapport du contentieux électoral qui doit statuer sur les dossiers de contestation avant la publication de la liste définitive des candidats admis à participer aux législatives. Harry Marsan, président de la commission électorale de l'OPL, se montre très critique vis-à-vis du parti au pouvoir qui aurait renoncé à son numéro attribué par le CEP. De notre côté, Harry Marsan a fait savoir que la contestation formulée à l'encontre de Sophia Martelly est fondée au regard de la Constitution et de la loi électorale. Les conseillers électoraux doivent envoyer des signaux clairs en vue de faciliter le bon déroulement du processus. Suivons Harry Marsan. Nous demandons à ce que CEPA respecte les lois du pays, respecte le décret électoral, respecte la Constitution. Nous parlons de tout candidat. Chargé candidat là qui a difficulté, qui a plus de connaissance que pas qu'un candidat. Ce n'est pas seul dame ça nommé. C'est un candidat comme tous les autres candidats. Pour ça, je ne vais pas nommer non. Mais si CEPA pense que la fait élection pour pouvoir seulement, qu'ils le disent. Si CEPA connaît que les papes organisent l'élection dans le pays, que le disent. Il y a certaines dérives qui sont faites là, au niveau de certains bêtes dans le pays, donc bêtes de l'Ouest. Ça toujours, c'est la loi, c'est la Constitution qu'il faut respecter. Ça, c'est un cas. Parmi tant d'autres cas qu'il faut traiter normalement, nous attendons le verdict du CEP.
Est-ce qu'on commence à faire du confiance dans le processus ça? Nous ne pouvons pas confiance là-dedans. Nous ne pouvons pas confiance, c'est mon jusqu'à aller à l'épreuve. Mais comme nous, nous avons fait des erreurs. Mais si on comprend tout, on va bloquer pour ça. En ratifiant, en agréant des gens qui ne pas doivent agréer, ratifier des gens qui ne doivent ratifier, là c'est différent. L'organe parti politique, le tirage au sort qui fait devant juge de paix en prison, notaire en prison, acte notarié, procès d'adressé, et que parti politique, le fait que le palais national, il pensait que les capacités tout dans dérisoire, les cas changés niveau l'élevé, ça encore, c'est un dérivé que OPL dénonce. En aucun cas, OPL pas accepté, c'est un défi que pour CIPA lever. Là, on parle de constitution, on parle de toute bagaille. On dit très clairement, pour mon candidat, pour un poste, la loi électorale, le décret électoral, la constitution prévoit 1, 2, 3, 4, mais ça pour faire. Il faut toute bagaille respecter. Nous autres, de l'OPL, nous avons pris le soin pour nous travailler sur le dossier de tous nos candidats. Et bien souligner qu'il faut respecter la loi. Si moi, Harry Massa, un candidat, moi tape gérer l'argent de l'État, moi suis comptable de la République, c'est normal forme de décharge. Et décharge là, il y a un côté le soutien. La Constitution prévoit, il faut pour vos fonctionnaires, ministres, Premier ministre, il faut qu'il sorte la Cour des comptes qui fait un rapport, vous voyez au Sénat, vous voyez au Parlement, la commission bicamérale travaille sur lui, il vote au Sénat et à la Chambre des députés. C'est la voie. Toute notre voie, nous, en OPL, nous pouvons connaître tout. Et depuis que nous gérer l'argent d'un pays, il faut rendre compte à la nation. Seul côté pour rendre compte à la nation, c'est la Cour des comptes qui est là pour vérifier le dossier, pour voir le Sénat, pour dire OK. Pour niveau ça. Pour les maires, la même chose. L'OPL confirme ce mardi que Sauveur Pierre-Étienne a été préféré aux 3 autres prétendants à l'investiture du parti à la présidence de 2015. Le parti salue la décision des délégués de choisir le coordonnateur général du parti, Sauveur Pierre-Étienne, comme leur candidat à la présidence. Pour les prochaines élections, les membres du parti ont approuvé le choix de Sauveur Pierre-Étienne pour son leadership et sa militance. C'est un rassembleur, a laissé entendre Henri Marsan. Le candidat pour OPL officiellement de matin, c'est Sauveur Pierre-Étienne. Comme ça, nous avons dit également le prochain candidat du pays, la Sauveur Pierre-Étienne. Nous avons fait, les délégués ont fait bon choix. OPL, nous avons eu 4 bons candidats qui étaient aisément, facilement représenter valablement OPL et PIA. S'il était sénateur de la Course, nous sommes très satisfaits. Sénateur François Annick, nous sommes très satisfaits. Sénateur Edgar Leblanc-Fils, nous sommes très satisfaits. Et avec Sauveur Pierre-Étienne, nous sommes toujours satisfaits. Et nous faisons appel à tout le monde, à surtout dirigeants OPL, militants OPL, membres OPL, sympathisants OPL, pour commencer à vendre le projet ça. Vendre la personnalité de Sauveur Pierre-Étienne. OPL, nous l'en combat. OPL, nous l'en bataille. Et nous croyons qu'avec Sauveur Pierre-Étienne, nous allons gagner. OPL gagnera et le peuple haïtien gagnera. Nous ne pouvons pas dire première fois, mais nous avons dit que Haïti aura un très beau président. L'Organisation du peuple en lutte dénonce la Direction générale des impôts dans le Nord-Ouest qui exige le montant de 80 000 gourdes comme déclaration définitive d'impôt par tous les cartels de Kazek et ASEC désireux de participer aux prochaines élections. Mélius Hippolyte critique cette décision qui se trouve dans la loi électorale. Une décision qualifiée d'injuste. Il demande au pouvoir en place de corriger cette situation en vue de faciliter l'inscription de tous les candidats au Kazek et ASEC aux prochaines élections. La plateforme G17 du Nord-Est, regroupant plus d'une trentaine d'organisations de base, demande aux responsables du Conseil électoral provisoire d'organiser des élections crédibles, honnêtes et démocratiques dans le pays. En ce sens, la dite plateforme lance un appel au Bureau contentieux électoral national BCEN de prendre des décisions sans partisanerie dans le respect des normes. Selon l'article 90 du décret électoral, Edmond Jacques est le coordonnateur général de la plateforme G17 du Nord-Est. Nous-mêmes dans la plateforme G17 Nord-Est, qui regroupe plus de 37 organisations de base, mettez à l'Observatoire citoyen Nord-Est, nous profitons de saluer la presse pour courager dans la bataille pour retirer le peuple là dans le fait noir.
Côté politicien, sans conscience, voulait faire tentative pour influencer le tribunal électoral BCEDO dans le niveau BCEN. Journée jeudi, Observatoire citoyen Nord-Est, ensemble avec la plateforme G17 Nord-Est, engagé dans un combat pour institutions républicaines et démocratiques respectées. Dans ce sens, nous avons demandé à conseillers électoraux qui comprennent mission, qui s'est organisé bon genre élection crédible et inclusif, faire preuve de sagesse côté y a respecté décision BCEDO. Côté c'est pas pral décision politique téléguidée qui pral primer sous la loi. Selon respect article 90 décret électoral là. C'est peut-être ça n'a lancé un appel solennel pour décision qui a sorti dans BCEN non pas tranché sous base partisanerie pour détourner résultat BCED Nord-Est là avec un pile l'autre département. Parce que il y a une série de déclarations sans argument, sans fondement, faux politiciens mal pour honte, qui pas jamais campé un jour dans le Parlement pour défendre la population Nord-Est là. Plateforme G17 Nord-Est, avec Observatoire citoyen, a lancé journée jeudi, opération Corée candidat peuple là. Célébration ce mardi 5 mai 2015 de la Journée internationale des sages-femmes en Haïti. À l'occasion, la directrice de l'Institut national supérieur de formation sage-femme, Ketli Chevalier, a tenu à souligner l'importance de cette institution dans la lutte pour réduire le taux de mortalité maternelle et infantile dans le pays. Ketli Chevalier. De par le monde, les sages-femmes jubilent d'allégresse et réfléchissent autour du thème de l'année proposé par la Confédération internationale des sages-femmes, Sages-femmes pour un avenir meilleur. La profession de sage-femme est un métier exceptionnel que l'on choisit avec la complicité de son cœur et qui ne peut s'exercer sans une forte dose d'amour et d'humanité. La lutte pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale reste et demeure l'une des priorités du ministère de la Santé publique et de la population. Le 21 mars 1977, par décret présidentiel, l'école des infirmières sages-femmes a été créée et elle a été affiliée à la faculté de médecine et de pharmacie. Dans un laps de temps, cette formation a été interrompue. On ne sait pas trop pourquoi. Cependant, en octobre 2000, soit 24 ans plus tard, grâce à la détermination de la haute direction du ministère de la Santé publique et de la population, cette formation a revu le jour. C'était pour répondre à la problématique du taux de mortalité maternelle et néonatale qui était le plus élevé de la Caraïbe. Ainsi, de 2000 à 2014, l'École nationale d'infirmières sages-femmes a formé 530 infirmières sages-femmes qui sont réparties sur tout le territoire du pays. Ainsi, le 27 janvier 2011, un nouvel arrêté présidentiel porte à la création de l'Institut national supérieur de formation de sages-femmes, dont le sigle est INSF-SF. Le métier de sage-femme exige patience, détermination, des qualités qu'il faut cultiver pour affronter les vicissitudes quotidiennes parce que le monde a besoin de vous, sages-femmes, aujourd'hui plus que jamais. L'Institut national supérieur de formation de sages-femmes, de par sa mission, offre une formation standardisée basée sur les 7 compétences de la Confédération internationale des sages-femmes à partir de 2 filières, 18 mois et 36 mois. De ce fait, à l'Institut, il nous incombe la lourde responsabilité, la transmission des connaissances, des compétences qui feront des sages-femmes des spécialistes qualifiés et compétentes dans la prise en charge globale des femmes, des mères, des nouveau-nés, dès leur conception
par l'accompagnement, la clinique prénatale, pendant la grossesse, pendant l'accouchement, dans le postpartum, sans oublier la planification familiale pour l'espacement des naissances. Si jusqu'à présent des tôles de couleur rouge entourent des bâtiments en construction, le viaduc de Delma est bien visible. Cette structure moderne doit être fin prêt d'ici le 14 mai 2015, date de l'investiture de l'actuel chef de l'État haïtien, Michel Joseph Martelly. Les travaux vont bon train, les ouvriers travaillent sans relâche afin de remettre les travaux à la date indiquée. L'équipe de Télégalaxie n'a pas été autorisée à filmer l'avancée des travaux. Comme vous pouvez le constater, ces images nous donne un aperçu de loin de ce qui sera l'une des grandes réalisations du régime Tête Calée. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. En France, l'Assemblée nationale examine aujourd'hui le projet de loi sur le renseignement, un texte censé donner un cadre légal aux missions des services de renseignement français qui doit aussi définir le régime de contrôle des techniques utilisées comme les écoutes ou la pose de caméras. Un projet de loi qui suscite en tout cas une levée de boucliers du côté de nombreuses associations qui dénoncent un Big Brother à la française. Pour en parler, on rejoint devant l'Assemblée nationale James André. Bonjour James, pouvez-vous nous rappeler les enjeux, les grandes lignes de ce projet de loi et les points qui font polémique ? Eh bien écoutez, en fait, ce projet de loi consiste finalement à pouvoir permettre de mettre beaucoup plus facilement une personne sur écoute, aussi bien d'ailleurs téléphonique que d'installer par exemple des caméras dans leur cage d'escalier ou encore géolocaliser leur véhicule. Cela permettra également d'installer des boîtes noires qui ont fait beaucoup polémique, des boîtes noires chez les opérateurs Internet et notamment chez les hébergeurs des grands sites utilisés en France, des boîtes noires qui fonctionneront avec un algorithme qui permettra de détecter les connexions dites suspectes, c'est-à-dire de tenter de déceler les personnes qui seraient en contact avec des intermédiaires, par exemple, dans le cadre des opérations terroristes. Par ailleurs, il y aura une commission qui sera mise en place pour surveiller donc ce nouveau système de fonctionnement, commission qui réunira à la fois des magistrats, des parlementaires et puis des spécialistes. Alors, pourquoi une levée de bouclier ? Eh bien parce que pour ces détracteurs, cette loi est un Patriot Act à la française. Il va permettre une surveillance de masse, c'est ce que disent notamment les associations de défense des droits de l'homme. Il permettra également de surveiller l'entourage d'une personne suspectée. Cela aussi pose problème. Il y a eu plusieurs initiatives. Il faut savoir que le débat ici à l'Assemblée nationale s'est terminé le 16 avril. Aujourd'hui, c'est tout simplement le vote, mais une pétition ces derniers jours a été déposée à Matignon qui réunissait 119 000 signatures contre ce texte, mais ce texte qui va donc être voté aujourd'hui. James, quelles sont les chances que ce texte passe aujourd'hui ? Alors les chances sont extrêmement importantes. Il y a une sorte d'union nationale entre la droite et la gauche dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et donc on s'attend effectivement à ce que ce texte soit adopté à une très large majorité aujourd'hui. Merci beaucoup James André pour ces précisions depuis l'Assemblée nationale. Je vous le disais en titre, le président François Hollande achève sa visite dans la péninsule arabique après le Qatar qui a signé un contrat d'acquisition de 24 Rafales français. François Hollande a assisté aujourd'hui au sommet des monarchies du Golfe qui se tient à Riyad en Arabie Saoudite et c'est une première pour un dirigeant étranger. L'éclairage de notre envoyé spécial Wassim Alamar. Le président français a insisté sur un message de solidarité avec les pays du Golfe. Il a considéré devant ses homologues ou les dirigeants des pays du Golfe que défendre la sécurité du Golfe, c'est défendre la sécurité de la France puisqu'il s'agit des mêmes menaces selon François Hollande qui a insisté sur le fait que la France est un pays fiable, est un pays crédible qui ne laisse pas tomber ses alliés. Donc aujourd'hui, on peut vraiment parler d'un percée, d'une avancée énorme dans les relations diplomatiques, notamment entre la France et l'Arabie Saoudite et avec les pays du Golfe d'une manière générale, mais notamment avec Riyad. Au niveau diplomatique, c'est un soutien
presque totale de la France à la diplomatie d'Arabie Saoudite et à la guerre menée par l'Arabie Saoudite au Yémen. Il y a un message de rassurer les pays du Golfe sur le dossier nucléaire iranien. Le président français a dit qu'il faut maintenir l'embargo sur l'exportation d'armes vers l'Iran, que l'accord sur le nucléaire ne doit pas porter atteinte à la sécurité dans la région. Donc, comme vous voyez, le message était clair. On soutient nos alliés et sur tous les plans. Wassim, il y a aussi, on le sait, un volet économique à cette visite. Selon Laurent Fabius, ce mardi, 20 projets représentant potentiellement des dizaines de milliards d'euros sont en cours de discussion. C'est vrai, Laurent Fabius qui parle de la réussite de la diplomatie économique avec l'Arabie Saoudite. Il y a un comité conjoint qui a été créé entre Paris et Riyad. Ce comité présidé par Laurent Fabius lui-même et Mohammed bin Salman, le ministre de la Défense et le vice-prince héritier. Ce comité qui va se réunir à Paris pour discuter de relations économiques entre la France et l'Arabie Saoudite. Il s'agit d'une vingtaine de projets dans l'énergie, dans les transports. Et il y a une perspective aussi en centrale nucléaire vendue ou en discussion pour vendre ça à l'Arabie Saoudite. Il y a beaucoup de projets, rien n'a été concrétisé encore, mais si ces projets se concrétisent selon Laurent Fabius, il s'agit de dizaines de milliards d'euros. En même temps, beaucoup des observateurs voient que là, il y a un risque quand même dans ces relations que la France peut apparaître comme dépendante de l'économie et ne pas pouvoir parler d'autres sujets, notamment des droits de l'homme. Dans le reste de l'actualité, la rupture est consommée au Front National entre Jean-Marie Le Pen, fondateur du parti il y a 40 ans, et sa fille Marine, qui ne cesse de prendre ses distances avec son père, dont les déclarations l'embarrassent. Jean-Marie Le Pen a donc perdu son statut d'adhérent au parti. Il pourrait même perdre celui de président d'honneur. L'homme se dit prêt en tout cas à se battre par tous les moyens. La suspension du Front National, une décision violente pour Jean-Marie Le Pen qui ne décolère pas. Ce matin, il n'a pas de mots assez durs pour attaquer sa fille. Je pense que c'est une félonie. Et je dois dire que j'ai honte que la présidente du Front National porte mon nom. Et je souhaiterais d'ailleurs qu'elle le perde le plus rapidement possible. Elle peut le faire soit en se mariant avec son concubin, soit peut-être avec M. Philippot ou avec quelqu'un d'autre. Est-ce que vous souhaitez la victoire de Marine Le Pen à la présidentielle de 2017 ? Pour l'instant, non. Non, parce que si de tels principes moraux devaient présider à l'État français, ça serait scandaleux. Embarrassés, les proches de Marine Le Pen refusent de commenter ce règlement de compte familial. Ils préfèrent se placer sur le terrain politique. C'est pas une affaire personnelle, c'est pas une affaire familiale pour elle, même si elle est la fille de son père bien évidemment et qu'elle le restera. Mais elle agit en tant que responsable politique, en tant que femme d'État, et je crois que c'est tout à son honneur. À Fréjus, une ville du Var dirigée par le Front National, ses sympathisants frontistes prennent clairement le parti de Marine Le Pen. C'est bien fait pour lui. Bon, il a fait un parti qui tenait debout, il est en train de le détruire en ce moment. C'est dingue, hein? Non, c'est vrai. On ne sort pas des conneries comme ça, hein. Il faut savoir passer la main. Hein, il arrive à un âge où il passe la main à sa fille. Pour moi, il en dit trop. Même tonalité chez ses sympathisants d'Hénin-Beaumont, une autre ville frontiste du Pas-de-Calais. On peut pas vraiment, parce que c'est quand même lui qui a fondé, mais enfin il y a des moments il ne doit pas dire ce qu'il dit. Il commence à perdre la tête. Ouais, il commence et... Vous avez l'impression... Un petit peu, ouais. Il n'a plus sa place là. Qu'il laisse sa fille travailler comme elle doit travailler parce qu'elle travaille bien. Il ne faut pas qu'il lui mette les bâtons dans les roues. Hein. D'ici 3 mois, les militants du FN se prononceront sur le sort de Jean-Marie Le Pen, notamment sur la suppression de son titre de président d'honneur. C'est ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur Télégalaxie.